Plaisir de retrouver Alioune Sall, Plaisir partagé, mon cher ami. prospectiviste sénégalais qui est présent à Dakhla pour cette 7e édition du Morocco Today Forum MTF 2024, qui a pour thématique une Afrique, l'Afrique atlantique. Oui. Pour une région continentale intégrée, inclusive et prospère, quand on est un intellectuel comme vous, africain, sénégalais, cette ouverture sur la façade atlantique qui devrait et qui est censée permettre à des territoires, à des pays du continent, une vingtaine, en tout cas d'avoir une ouverture sur la mer. Est-ce que pour vous, ça a une traduction, c'est un enjeu d'abord et avant tout humain et de mobilité humaine? Oui, je crois que le titre de cette 7e édition devrait mettre au centre des préoccupations l'être humain. Lorsque l'on parle d'une Afrique intégrée, d'une région intégrée, on pense bien évidemment à la capacité des hommes et des femmes de cette région de se déplacer dans un espace qu'ils considèrent comme étant le leur. Or, il se trouve que l'Afrique a connu, après le congrès de Berlin de 1885, a été soumise à un véritable dépeçage qui s'est traduite par une vivisection, et le mot n'est pas trop fort, de certaines communautés qui se sont retrouvées enfermées derrière des frontières qui ont été dessinées au cordeau, au compas, à l'équerre, sans tenir compte des réalités humaines. On a détruit des nations qui étaient en construction, on a mis fin à des ensembles qui permettaient une certaine communion pour les remplacer par des entités que l'on a administrées de loin. Et il est clair que l'intégration suppose que nous mettions fin à un certain nombre de frontières artificielles qui n'avaient pour vocation que de soumettre ces nouvelles entités à la domination de puissances étrangères. C'est-à-dire que cette région en fait, du continent, essentiellement sahélienne d'ailleurs, concernée directement et d'autres pays indirectement par cette ouverture sur la façade atlantique, doit nécessairement donner lieu en fait à lever les frontières entre les différents pays. Je vous dis ça parce qu'il y a des pays où il y a justement il y a des frontières qui ont été remises en place, oui, y compris les frontières douanières, les barrières non tarifaires. Est-ce que là-dessus, pour effectivement faire en sorte que ces populations retrouvent de la mobilité, il faudrait que les États desserrent leurs frontières? Il est clair que la mobilité est un enjeu stratégique. Nombre de groupes humains qui vivent dans cette région Atlantique-Sahel avaient fait de la mobilité un instrument de développement. La mobilité permettait d'assurer une certaine complémentarité, faire bouger des marchandises d'une région à une autre. L'économie caravanière était une économie fondée sur la mobilité. Et aujourd'hui également, la mobilité est un impératif. Si l'on veut faire circuler les marchandises, si l'on veut faire circuler les biens, il faut qu'il y ait des infrastructures qui permettent la mobilité. Mais il est clair également que parler de mobilité, c'est renouer avec une certaine histoire. Ce qui est présenté aujourd'hui comme étant des entités différentes, séparées sur le plan linguistique, sur le plan culturel, sur le plan humain, ces entités n'ont pas toujours fonctionné sur le mode de la séparation, mais sur le mode de la complémentarité qui favorisait des échanges. Je crois qu'il faut retrouver ces dynamismes qui mettra fin à ces divisions artificielles auxquelles on assiste aujourd'hui entre une Afrique subsaharienne et une Afrique maghrébine, entre une Afrique enclavée et une Afrique ouverte sur l'Atlantique, etc. Il nous faut repenser nos frontières, les abolir lorsque c'est nécessaire, les reconstruire là où c'est nécessaire, mais nous ne pouvons pas simplement prendre comme argent comptant des héritages coloniaux qui, au fond, n'ont fonctionné. C'est-à-dire qu'il faut solder les héritages coloniaux pour pouvoir effectivement, et en même temps désenclaver d'abord les esprits, avant de désenclaver les
les territoires? Je crois que vous avez trouvé tout à fait la bonne expression. Il faut sortir, il faut désembastiller le réel. Nous sommes tous en train de voir le réel à travers le prisme qui nous a été donné. Aujourd'hui, il faut accepter que nous vivons des réalités complexes et il nous faut peut-être de nouveaux paradigmes pour examiner ces réalités-là. Et dans ces nouveaux paradigmes, il faut mettre fin aux dichotomies qui ont caractérisé les anciens paradigmes. Des dichotomies entre le Nord et le Sud, entre langues, entre économie, système de production agricole, système de production pastoraux, etc., etc. Est-ce que ça veut dire que ça va demander du temps dans un premier temps, donc s'inscrire sur du temps long à Younsal? Et deuxièmement, est-ce que du coup, le portage doit être fait politiquement parlant par un interlocuteur qui est l'Union africaine, qui est censé unir tous ces peuples du continent? Est-ce que c'est chaque pays qui doit aussi prendre ses responsabilités politiquement pour porter ce message-là à l'égard des populations, ou de se dire en fait ce sera l'économie et que l'économie qui permettra justement d'unifier ces territoires et les amener progressivement à s'ouvrir sur la façade atlantique? Je crois que d'abord, le temps, oui, il en faut, mais le temps n'est rien d'autre que l'expression du mouvement. Ce qui est important donc, c'est de comprendre dans quelle direction nous voulons aller, et après, le temps qu'il faudra se donner pour arriver à cette direction-là. Je me méfie beaucoup des agendas calés sans qu'on sache exactement sur quoi on va agir. Donc, ce qui me semble important, c'est la direction où on veut aller. Après, le temps que ça prendra, personne n'est maître du temps. C'est-à-dire que vous dites, en fait, les pays concernés directement par cette ouverture sur la façade atlantique qui pourraient, eux, retirer des dividendes, qu'ils soient politiques, économiques et sociaux, vous dites en fait il faut y aller maintenant? Je crois qu'il faut l'important c'est d'avoir une vision de qu'est-ce qu'on veut faire et où est-ce que l'on veut aller. Je crois que c'est ça qu'il est important de clarifier. Il n'y a pas de développement sans une vision du développement. Il n'y a pas de transformation sans une vision de la transformation. Ce qui est important, c'est de savoir au fond ce que nous voulons être. Mais pour ça, il faut d'abord être capable de dire qui nous sommes. Qui et quels sommes-nous en tant qu'êtres humains et où voulons-nous aller et pourquoi voulons-nous y aller ensemble? C'est ça la vision. En tant qu'Africain ou c'est-à-dire en tant que Marocain, en tant que Sénégalais, en tant que Malien, en tant que Burkinabé? Parce qu'on voit bien qu'il y a une vingtaine de pays qui sont directement concernés. Oui, je pense qu'il y a des héritages coloniaux qui ont fait du Sénégalais un être différent du Malien, alors que nous sommes dans la même ère culturelle, que nous parlons les mêmes langues, etc. L'important, c'est que nous sommes des êtres humains qui partageons un certain nombre d'espaces qui ne sont des espaces communs. Et qu'aujourd'hui nous nous rencontrions entre États est une réalité, mais les États ne sont pas la seule réalité. Il y a d'autres formes d'organisation qui permettent à des groupes humains de se retrouver. Il y a des communautés culturelles, il y a des communautés linguistiques, il y a des communautés religieuses, il y a des communautés d'opérateurs économiques, il y a des communautés d'activistes de la société civile. Et ce sont autant de modalités d'organisation, d'inscription de soi dans le réel et d'appréhension du réel. Et je crois qu'il faut accepter des différences, mais pour que les différences ne deviennent pas des sources de différends, il faut accepter de parler, il faut accepter de dialoguer, il faut accepter que les langues peuvent servir à accueillir d'autres langues. La langue peut être le moment où le moyen pour qu'il y ait une hospitalité de l'autre, une ouverture à l'autre. Donc, je ne suis pas pour un dialogue qui serait réservé exclusivement ou qui aurait lieu exclusivement entre citoyens d'États tels qu'ils existent aujourd'hui. Oui, les États existent, les citoyens, les identités nationales existent. Mais il y a également des identités supranationales ou infranationales qui ont aussi le droit d'exister. Donc l'important, c'est de créer les conditions pour des expressions plurielles, pour des expressions dans différents secteurs et avec des temporalités qui ne sont pas toutes les mêmes.
Et le portage, est-ce que ça, c'est Alors, le nécessairement... portage, La vision est là, en tout cas celle qui a été exprimée par le roi Mohamed VI, discours du mois de novembre 2023, invitant, c'est une invitation en fait, hein, les différents pays du continent à être mobilisés pour cette ouverture sur la mer, donc du coup sur l'Atlantique, sans être fermé bien sûr sur la Méditerranée. Mais est-ce que pour vous, ce portage-là doit être fait par un chef d'État, des chefs d'État, quel type d'organisation? Est-ce que c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça concerne une partie du continent? Ça ne veut pas dire que l'Afrique de l'Est est isolée, n'est pas directement concernée, mais c'est plutôt le haut de l'Afrique, dans un premier temps. Salienne, est-ce que aussi, qui va porter ça pour créer cette dynamique globale? Le portage politique, il est indispensable. Chaque fois qu'on lance une initiative, il faut bien se poser la question de savoir qui peut porter, quels sont... Et pour répondre à cette question, il faut se poser d'abord une autre, qui est celle de la conceptualisation de l'initiative, qui est à même de traduire en termes d'idées le projet atlantique, cette initiative atlantique. De quoi est-ce le nom? Est-ce le nom d'une ambition de transformation de l'Afrique? Est-ce le nom d'une volonté de changer les rapports entre les pays africains, d'assurer une plus grande complémentarité? Est-ce le nom d'une volonté d'inscrire l'Afrique dans une dynamique mondiale qui est en pleine évolution? Est-ce uniquement un projet de transformation économique ou derrière l'économie, y a-t-il une volonté d'inscrire l'action dans un domaine culturel, dans le domaine des relations avec les autres, etc. Je crois qu'il faut d'abord se poser ces questions-là. Et c'est seulement quand on aura répondu à ces questions-là qu'on sera plus à même de dire si le portage doit être assuré par un État ou par plusieurs États, comment on les choisit, sur quels critères, etc. etc. Mais en supposant qu'on arrive à trouver une réponse à ces questions, je suis tenté de croire que l'avenir n'appartient pas aux seuls États. On est aujourd'hui dans une situation, dans une configuration mondiale où les États, quels qu'ils soient, sont trop petits pour relever les défis mondiaux, mais les États, quels qu'ils soient aussi, sont trop grands pour régler un certain nombre de problèmes qui doivent être réglés à une autre échelle, à une échelle infra-étatique. La question du dimensionnement des États, dans un monde qui change, où les territoires se constituent et se reconstituent, où ces territoires ne sont pas simplement économiques, mais sont aussi des territoires politiques, quelquefois des territoires mentaux et des territoires affectifs même quelquefois. Je crois que dans un monde où il y a une telle interaction, où c'est un tel entremêlement, si vous me permettez l'expression, de toutes ces dimensions-là, la question du portage ne peut se limiter à celle des États, à celle du rôle des États. Les États ont un rôle, mais d'autres communautés ont aussi un rôle à jouer. Et une partition, comme on dit, très souvent à jouer. Est-ce que ça veut dire, Lunsal, qu'on est aujourd'hui dans un, en tout cas certains considèrent, prospectivistes comme vous, analystes politiques, experts en géopolitique et en relations internationales, face à un basculement aujourd'hui géopolitique mondial? On le voit d'ailleurs tout récemment avec les résultats des premières élections, premier tour en tout cas des élections législatives anticipées dans un pays comme la France. Mais l'Europe, c'est la Hongrie aussi, c'est des pays comme l'Autriche, c'est des pays comme les Pays-Bas, c'est des pays comme l'Italie, et je pourrais en citer d'autres. C'est aussi du côté des États-Unis d'Amérique. Également, on voit la montée des extrêmes, essentiellement de droite, mais aussi de gauche dans certains pays européens. Est-ce que tout ça doit interpeller l'Afrique, doit interpeller aussi à la lumière de cette initiative d'ouverture, de désenclavement territoriaux, donc désenclaver des populations, donc pour la circulation à la fois des personnes, des biens et marchandises et capitaux?
est-ce que selon vous, ce qui se joue aujourd'hui et les enjeux sont beaucoup plus géopolitiques que géoéconomiques? Je crois qu'ils le sont tout autant. Ils sont géopolitiques tout autant qu'ils sont géoéconomiques. Et ils sont également d'ordre démographique, ils sont aussi d'ordre climatique. Je crois que nous sommes dans un monde qui est gros de changements. Maintenant, il est gros de changements et il a besoin d'échanger. Nous sommes dans un monde qui pendant très longtemps a été stable. La croissance démographique a été lente, les ressources étaient abondantes et il n'y avait pas besoin de faire d'énormes efforts pour arriver à nourrir une population mondiale, etc., dans les conditions de... Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la démographie est un avantage pour certains, mais une contrainte pour d'autres. Nous sommes dans un monde où il y a eu une croissance économique très forte qui a permis de produire en 3 siècles plus qu'on a produit en 3 millénaires, mais cela s'est fait au prix de la montée des inégalités, et inégalités qui ont fragilisé le tissu social. Nous sommes dans un pays, dans un monde où les structures sociales ont changé et où les groupes majoritaires se retrouvent traités comme des cadets sociaux. Les femmes, les jeunes, qui sont majoritaires dans tous les pays pratiquement, se trouvent traités comme des cadets sociaux parce que nous sommes dans des sociétés gérontocratiques, patriarcales, etc. Et nous sommes dans un monde où une gouvernance établie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou héritée de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, continue de prévaloir et, par son existence, nie ou empêche les États africains de participer à la direction du monde. L'Afrique n'est pas présente au Conseil de sécurité, par exemple. Et il y a là, évidemment, une injustice flagrante. Donc, le monde qui a été jusqu'ici, le monde actuel, hérité de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, ce monde est parfaitement injuste. L'ordre injuste n'est pas acceptable. Donc, la nécessité de passer à un nouvel ordre est aujourd'hui ressentie par beaucoup comme un impératif vital. Est-ce qu'on a des certitudes et des garanties que justement ce momentum Afrique, parce que tout le monde considère effectivement que l'Afrique est le continent d'avenir, mais ne dit jamais que les Africains sont effectivement ceux qui vont constituer l'avenir et l'avenir avec prospérité de demain. Oui. Donc il y a l'Afrique et il y a avant tout les Africains. Est-ce que Valeurs aujourd'hui, c'est un vrai sujet, un véritable enjeu pour l'Afrique, dans son ensemble, de pouvoir effectivement embrayer et être visible dans les radars au vu du basculement géopolitique qui se déroule sous nos yeux? Non, je crois que derrière ce discours, cette espèce d'afro-enthousiasme qui consiste à dire que l'Afrique est la dernière frontière, c'est le monde de demain, etc., on ne va pas bouder le plaisir d'écouter cela, de l'entendre. Mais pour beaucoup, l'Afrique qu'ils aiment, l'Afrique dont ils rêvent, c'est une Afrique sans les Africains. Ou c'est une Afrique dont le sort l'Afrique est des matières décidé premières. ailleurs. C'est l'Afrique des matières premières, c'est l'Afrique arrimée à l'Europe ou arrimée à l'Amérique ou arrimée à l'Asie, peu importe. En tout cas, une Afrique dans laquelle les Africains ne sont pas au poste de commande. Ce n'est pas de cette Afrique-là qu'il faut rêver. L'Afrique dont nous rêvons est celle dans laquelle le développement de l'Afrique profite d'abord aux Africains. Et quand je dis les Africains, je n'oublie jamais qu'un Africain sur 2 est une femme. Donc, le pari qu'il faut faire est qu'il est possible de promouvoir un développement inclusif et un développement qui ne laisse donc en rade personne, qui ne laisse pas en rade ceux que le destin semble aujourd'hui desservir. Les groupes défavorisés doivent tirer parti de cette croissance promise et possible à l'Afrique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Certains pays africains connaissent des taux de croissance rapides. Parmi les 10 pays du monde qui connaissent la croissance économique la plus forte, 6 sont africains. Mais ce sont des pays où les inégalités
encore une fois, fragilisent les tissus sociaux et rendent la paix illusoire. Parce qu'il ne peut pas y avoir de paix durable lorsque les inégalités filent, lorsque l'injustice prévaut, etc. Donc, le pari est bien celui d'une croissance forte, mais inclusive, et celui d'un continent intégré où on répare les injustices et où l'on répare la brutalité qui a divisé des communautés qui jusqu'ici étaient intégrées. Est-ce que là, ça se fera entre Africains? Ou est-ce que ça se fera nécessairement aussi par l'intervention, en tout cas la présence de pays et de puissances extérieures qui auront aussi des enjeux politiques et économiques dans différents pays de la région? Je crois que ça ne peut pas se faire sans les Africains. Le développement du continent se fera avec les Africains. Ils le feront, ils peuvent, et sans doute là où c'est possible, ils doivent le faire avec les autres, parce que l'Afrique a contribué à façonner le monde actuel et il a contribué à donner un tempo et un momentum à ce monde, et il n'a jamais été une monade isolée. L'Afrique a déjà apporté beaucoup au monde, mais l'Afrique peut recevoir également beaucoup du monde. Donc, le développement de l'Afrique dont nous parlons doit se faire avec les autres chaque fois que c'est possible. Mais là où ce n'est pas possible, il faut oser le faire seul, aller seul à la bataille et, quelquefois, aller à la bataille contre les autres lorsque l'intolérance des autres condamne à une telle situation. Est-ce que, dernière question, Alioune Sall, est-ce que ça se fera aussi au nom des territoires souverains, au nom de la souveraineté? On l'a vu d'ailleurs dans votre pays, le Sénégal, nouveau président sénégalais, en place aujourd'hui depuis plusieurs mois, aller un peu sur ce terrain-là, se dire voilà, ces contrats pétro-gaziers, on va les revoir, qui ont été signés avec des compagnies étrangères. Est-ce que ce Roland, cette musique-là, est nécessaire selon vous pour pouvoir aussi reprendre la main, en tout cas que les États, que les décideurs puissent reprendre la main un peu sur leur pays, sur leur territoire et sur la gestion des ressources? Je crois que le défi, aujourd'hui, c'est de trouver des réponses structurelles à un risque majeur qui est celui d'une dépendance accrue. L'Afrique est aujourd'hui très largement dépendante dans un certain nombre de secteurs stratégiques de l'extérieur. Et cette dépendance n'est pas acceptable parce qu'elle est pleine de risques. Il faut donc veiller à réduire cette dépendance structurelle de l'économie et des sociétés africaines dans beaucoup de domaines. Maintenant, que l'on appelle ça souverainisme ou autre chose, pour moi, ce n'est pas ça qui est la plus importante. Ce qui est important, c'est ce que l'on vise. Pour moi, le défi, c'est de transformer les structures économiques, politiques, démographiques, sociales, culturelles, environnementales et technologiques de façon à ce qu'elles puissent permettre aux populations africaines, toutes catégories confondues, de répondre à leurs besoins actuels en même temps que de préparer un avenir qui sera de plus en plus compliqué parce qu'il y a un tel enchevêtrement des facteurs et il y a des dynamiques si complexes que personne, aucun État, aucune communauté ne pourra à lui seul contrôler l'évolution du monde. Il faut donc se préparer à vivre dans un environnement complexe, mais la souveraineté qui est nécessaire pour cela, elle commence par la souveraineté intellectuelle. Le développement, c'est d'abord une affaire de tête avant d'être une affaire de ressources naturelles. Il nous faut apprendre à penser le complexe et à trouver un chemin dans le labyrinthe actuel. Et du coup, à définir un paradigme commun à tous. Exactement. Au continent et ne pas le subir, c'est comme ça. Exactement. Tant qu'on peut choisir. Exactement. Merci. Le défi, c'est de pouvoir avoir une influence sur l'avenir, avoir une influence sur les dynamiques de transformation pour ne pas subir l'avenir. Et pour cela, il faut avoir une capacité d'anticipation de ce que demain peut être. C'est toujours un plaisir, Alioune Sall, merci de beaucoup. vous avoir, d'échanger avec vous, prospectiviste sénégalais. C'est comme ça que vous aimez être présenté? On me présente souvent comme ça et je l'accepte. Voilà, et vous l'acceptez en plus avec le sourire, donc c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, un confort intellectuel d'échanger avec vous, Alioune Sall, et vous dire une fois de plus merci beaucoup et
et à très bientôt. Merci Rachid, c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Merci, à lui aussi. Merci.